La piste d'audit fiable pour démontrer l'authenticité des factures. De quoi s'agit-il et quels sont les impacts pour les entreprises? Tout d'abord le contexte. Donc, la directive TVA du 13 juillet 2010 pose le principe d'une équivalence de traitement entre facture électronique et facture papier. L'article 233 ainsi stipule que l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci soit sous forme papier ou électronique, donc on retrouve la logique d'équivalence, sont ou doivent être assurées à compter du moment de l'émission jusqu'à la fin de la période de conservation des factures. Ainsi, chaque assujetti doit déterminer la manière assez librement dont il va assurer ces trois éléments, mais il est quand même indiqué que cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre facture et la livraison de biens ou de services. Donc est introduite cette notion de piste d'audit fiable qui peut finalement apporter de la validité aux yeux du fisc de la facture. Alors, le sous-entendu de tout ça, qui était là pour aussi simplifier le développement de la facture électronique notamment, c'est de dire les contrôles documentés permanents dans l'entreprise, ça existe, c'est une obligation de base, et donc cette formulation permet d'indiquer que si vous avez des contrôles normaux et une piste d'audit sur votre transaction commerciale, eh bien il n'y a pas d'obligation particulière supplémentaire pour les entreprises. Elles peuvent basculer facilement d'une facture papier vers une facture électronique sans forcément avoir des complexités additionnelles. Ceci étant dit, c'est donc effectivement le moment de se rappeler ce qu'est une piste d'audit fiable. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les obligations qui en découlent sur la base documentaire de l'entreprise et sur la façon dont elle a implémenté ses propres contrôles? Y a-t-il des conséquences sur son organisation, notamment pour les PME? Est-ce qu'il y a une capacité à faire basculer plus rapidement sur la facture électronique? Peut-être moins rapidement? Est-ce que ça a un impact sur la conformité des factures papier? Parce qu'il faudrait éventuellement renforcer des éléments de contrôle qui pourraient être mis de façon plus systématique. Voilà un petit peu les questions qu'on peut se poser dans le cadre de cette présentation. Alors, quelle est la problématique de l'administration fiscale sur la facture et sur la notion de facture originale? Tout d'abord, la facture est la pièce justificative centrale, principale du contrôle fiscal en entreprise, à la fois pour la collecte et essentiellement pour la déductibilité de TVA, puisque la facture est une créance, en fait, sur l'État à hauteur du montant de sa TVA, et aussi pour la justification des comptes et donc du résultat fiscal. Ainsi, l'administration fiscale veut s'assurer que la facture est un document authentique et qu'il correspond à une réalité économique. Donc, document authentique, est-ce qu'il est suffisamment sécurisé pour garantir son authenticité et son intégrité? Provient-il bien de son émetteur ou provient-elle bien de son émetteur? A-t-elle été modifiée depuis sa création chez l'émetteur, lors de son transport jusqu'à sa réception et son archivage par l'acheteur? Et puis deuxième élément aussi, qui vient dans un second temps, est-elle cohérente avec d'autres documents qui permettent d'attester qu'il y a une transaction commerciale réelle sous-jacente à cette facture, et qu'il ne s'agit pas d'une vraie fausse facture à la limite. Et bien pour ce faire, il y a deux voies de sécurisation qui peuvent être mises en œuvre, essentiellement pour garantir la sécurité du document. Il y a des moyens intrinsèques aux documents facture, c'est souvent des moyens techniques. Alors l'impression est un moyen de sécuriser un document, on le verra. Pour les documents électroniques, le scellement, le redatage, la signature qui permet de mêler une personne à un document. Et puis des moyens extrinsèques qui sont des procédures, des redondances et des cohérences d'informations entre la facture et d'autres documents. Typiquement, dans les procédures d'échange EDI, eh bien, nous avons une liste récapitulative qui est un document électronique séparé, et c'est la cohérence entre le fichier de facture et ces listes récapitulatives et le fichier des partenaires qui va sécuriser le dispositif notamment. La même chose, la piste d'audit relève en tant que telle, si elle est déployée de façon générale, des moyens extrinsèques de sécuriser le document facture qui va devoir à ce moment-là être cohérent avec l'ensemble des autres documents de façon systématique. Alors quelques mots sur le contrôle permanent et la force probante ou probatoire des documents associés. Alors, un contrôle permanent et documenté s'appuie donc sur deux composantes. Tout d'abord des procédures de contrôle qui sont identifiées, documentées si possible, même simplement, dont on peut faire la preuve de leur application, alors soit parce qu'il y a des audits réguliers, soit parce que les documents eux-mêmes, c'est une façon aussi de le faire, portent finalement les traces de procédures qui ont été mises en œuvre, parce qu'on écrit par-dessus, par exemple. Et si possible, faisant intervenir plusieurs personnes, c'est une règle un peu générale, si possible, en fonction de la taille de l'organisation. C'est vrai qu'à partir du moment où on sépare les pouvoirs entre ordonnateurs, payeurs, met en place des doubles contrôles, finalement on sécurise le dispositif parce qu'on diminue la capacité de fraude qui nécessiterait une complicité entre plusieurs personnes.
Et ces procédures de contrôle s'appuient évidemment sur des documents qui sont échangés, et notamment à la fois au sein de l'organisation, mais essentiellement entre le fournisseur et le client. Ces documents tracent l'évolution de la transaction commerciale, donc on verra du contrat jusqu'au paiement. Ils sont identifiés de manière certaine et non équivoque, donc avec une numérotation unique, sans trou, une notion de chronologie de documents, qui permet de repérer si les choses ont bien été faites suivant le temps par lequel elles étaient censées être faites. Et puis, ces documents doivent être archivés et consultables mais pendant la durée où l'entreprise doit justifier de ses activités, c'est-à-dire potentiellement 10 ans si on s'appuie sur le code du commerce. Maintenant, quelques mots sur la valeur probatoire des documents. Il y a 3 types de documents, globalement. Il y a les documents originaux reçus, qui ont la caractéristique d'être produits par un tiers, par une partie, ou marqués par une signature, et conservés par une autre. Donc, effectivement, ça mêle l'action de 2 parties. Ces documents, qu'on va qualifier d'originaux, qui ont en général une importance particulière, ont en plus la caractéristique que leur falsification soit demande des efforts d'image particuliers, soit demande surtout la complicité des 2 parties pour refabriquer un document par une partie qui soit archivé par l'autre. Il y a un deuxième type de documents qu'on va observer, qui sont les copies fidèles de ces mêmes documents originaux, mais conservés par la partie qui les a créés. Et donc là encore, un exemple, c'est par exemple le second exemplaire de la commande signée par le client, conservé par le client, alors que l'original a été transmis au fournisseur. Alors, la falsification de ces documents, elle peut être faite par l'entreprise seule, puisque c'est elle qui les conserve. Maintenant, effectivement, quand on va les confronter à l'original, eh bien, elle aura une force inférieure à celui de l'original, puisqu'il y aura dans l'original une présomption de véracité, on va dire, plus importante. Et puis enfin, il y a les documents qui sont des copies simples ou enregistrements avec des niveaux de sécurisation et de processus de sécurisation plus ou moins intégrés et qui constituent quand même des éléments de preuve de l'existence d'un document ou d'une évolution d'un document à une étape donnée. Alors quand on applique ça aux différents types de documents, aux formes de documents, tout d'abord le document papier bien, possède une sécurisation intrinsèque. Ce document papier, indépendamment de la façon dont il est construit, est un document physique, qui porte beaucoup de preuves de son authenticité. En effet, quand on a un papier, on peut présumer de sa date d'édition. Est-ce qu'on vient de l'imprimer il y a 3 jours, ou est-ce qu'on l'a imprimé il y a 5 ans et qu'il a été archivé quelque part? Je dirais que ça se voit, ça se perçoit. On détecte aussi facilement si c'est une photocopie ou pas, même si les photocopieuses sont de meilleure qualité, en particulier quand il y a des annotations, des tampons, des signatures, on perçoit assez bien si c'est de la signature, si c'est de la photocopie ou pas. Puis s'agissant d'une facture, en plus, chez un acheteur, elle porte la vie de cette facture, de la transaction, par surécriture, justement, les tampons qui sont rajoutés, les annotations pour la comptabilité, éventuellement les annotations sur la facture elle-même ou des copies pour la validation. Donc tout ça, finalement, rend les choses concrètes et apporte des éléments de preuve de véracité du document papier. La falsification de ce document, notamment quand il a été modifié, comme je viens de le dire, n'est pas simple, parce que il faut le modifier, c'est du traitement d'image, ça peut représenter un coût significatif et un temps important pour le faire, en particulier et surtout si on n'a pas les images électroniques qui permettraient à ce moment-là de faire de la transformation beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Néanmoins, toute chose égale par ailleurs, la confrontation d'un document papier, quel qu'il soit, avec d'autres documents papier avec qui il doit être cohérent, est toujours une façon de sécuriser un processus, et c'est ce que fait quelque part la piste d'audit. C'est certain que si on confronte systématiquement la facture à l'ensemble de la transaction du contrat commande jusqu'au paiement, on a beaucoup plus d'assurance que cette facture est liée en plus à une prestation réelle, et est réelle, que si jamais on ne regarde que la facture elle-même. Ça c'est une évidence. Alors maintenant, le document électronique. Alors, vraisemblablement, nécessite d'être sécurisé. Pourquoi? Parce qu'un document électronique, c'est un objet virtuel, c'est un fichier informatique. Il n'y a rien de physique. Ça lui donne des caractéristiques particulières. Il est réplicable à l'infini. Il n'y a pas de différence entre les différentes copies, mais qui sont en fait des duplications du même fichier, puisque c'est un objet virtuel, entre elles. Il n'y a aucun moyen de les distinguer. Il n'y a pas de moyen de distinguer la différence entre une copie récente et une copie d'il y a 5 ans. De même, on peut difficilement présumer de sa date de création. On peut simuler date de création récente ou ancienne alors qu'elles sont récentes.
donc on ne peut pas tellement avoir une idée de sa vétusté non plus. S'agissant d'une facture, elle ne porte en général pas le cycle de traitement de façon intrinsèque. Quand je dis en général, c'est jamais, mais le cycle de traitement, il est porté par d'autres messages qui sont complémentaires, dissociés, y compris des mails. Et donc la difficulté de ces messages, c'est que s'ils ne sont pas eux-mêmes sécurisés, bien rattachés, bah, ils sont modifiables, ou alors ils peuvent disparaître. Un message de discussion entre client et fournisseur qui peut avoir une importance peut disparaître et ne plus être dans justement cette piste d'audit. Ce qui veut bien dire que sans sécurisation de ces fichiers et de ce dispositif, la falsification d'un document électronique est aisée, en tout cas est beaucoup plus simple que celle d'un document papier, et en plus, elle peut se faire de façon industrielle avec un programme qui pourrait changer, par exemple systématiquement, des montants sur des factures, notamment des montants de TVA. C'est pourquoi il y a des moyens techniques qui ont été développés pour sécuriser, justement, et pour donner aux documents électroniques, et cette fois-ci sécurisés, une force au moins équivalente aux documents papier, et on peut même voir qu'en général, ces systèmes de sécurisation donnent des forces supérieures en termes de sécurité aux documents papier seuls. Alors avec toujours, c'est cette logique de deux types de moyens, des moyens intrinsèques qui sont des moyens de scellement du document pour son intégrité, d'horodatage pour son marquage dans le temps, de signature électronique pour lier ce document à une personne, donc ça va servir notamment sur l'origine, et puis d'archivage sécurisé, alors c'est lié à l'archivage, et puis c'est fait l'archivage sécurisé, ça reprend des éléments de redatage, de scellement et éventuellement de signature. Et puis il y a des moyens extrinsèques qui existent aussi dans les fichiers informatiques, alors la traçabilité d'une façon générale, la redondance d'informations, des journaux, des logs qui viennent finalement démontrer que des choses se sont passées et qui sont compliquées à frauder. Et puis le croisement avec d'autres documents, donc le fait qu'il y a une richesse de documents, des procédures qui se mettent en place de façon systématique, et la piste d'audit notamment est un moyen de sécuriser le document, parce qu'on va le comparer avec d'autres documents, et donc frauder une facture électronique dans ce cadre vaudrait dire faire aussi des faux de toute la chaîne de transactionnelle, non seulement dans son système, mais aussi dans le système de ses contreparties. Alors, comment se construit la piste d'audit sur une transaction commerciale classique? Alors, quelques rappels sur les étapes d'une transaction commerciale. On va faire l'exemple d'une transaction avec commande. Eh bien, nous avons d'abord une phase contractuelle de négociation avec signature d'un contrat entre les deux parties. Au cas où cette phase n'existe pas, elle va être construite au niveau de la phase commande en ajoutant les conditions générales de vente, qui seront en général paraphées par le client vers le fournisseur. Une phase de commande qui peut se passer sur la base d'un devis, sur la base d'un catalogue, mais enfin, dans tous les cas, qui va donner lieu à un bon de commande dûment signé de la part du client vers son fournisseur. Une phase de livraison, qui est une phase de circulation de documents, avec un bon de livraison qui accompagne la prestation, ou un PV de recette, quand on est dans des prestations informatiques, et donc qui doit en général être conservé par le client, et puis un bon de réception qui est le retour finalement de ce document ou d'une copie de ce document validé par le client, annoté par le client, ou des fois directement construit par le client par rapport à la réception, et qui permet au fournisseur cette fois-ci de disposer d'un document attestant de la bonne réception de la prestation. Ensuite vient la phase de facturation, donc avec une facture produite par le fournisseur, qui en garde une copie, qui peut donner lieu, on verra après, à la production d'avoir dans le cadre de la phase de validation. Cette phase de validation est la suivante, est importante, faite par le client, en général justement sur la base d'éléments de la piste d'audit, donc des documents des phases précédentes, et dans lesquels on doit pouvoir détecter à la fois qu'il y a eu un rapprochement, et à la fois qu'éventuellement il y a eu des différences. Et puis enfin, le paiement des factures qui s'opère au travers du monde bancaire et qui se termine normalement chez le fournisseur, notamment par un bouclage des flux, c'est-à-dire un rapprochement entre les paiements et les factures qui sont payées. Alors on va retrouver un petit peu la cinématique de cette transaction dans un schéma où on voit le fournisseur en bas, le client en haut, et il va se dérouler l'ensemble de cette transaction. Tout d'abord une phase donc, contractuelle, comme on l'a dit, avec conservation des deux côtés du contrat, une phase où on voit ce devis qui est transmis du fournisseur vers le client, et puis ensuite un retour du bon de commande qui va cette fois-ci du client vers le fournisseur. Une phase de livraison dans laquelle l'acheteur livre en associant sa livraison avec un bon de livraison que le client normalement conserve, et celui-ci renvoyant soit une copie, soit un bon de réception qu'il a lui-même produit, qui est l'acceptation de cette livraison, éventuellement amendée s'il y a des objets qui ne sont pas là ou qui sont défectueux.
Vient enfin ensuite plutôt la phase de facture, qui est bien transmise donc, du fournisseur vers son client, qui possède donc l'original, le fournisseur il y a une copie, et puis la phase de validation, qui sur la base des documents précédents, bon de commande, bon de réception, facture, rapproche l'ensemble pour déterminer si la facture est valable ou pas. Si ce n'est pas le cas, il y a une phase de discussion qui s'installe, dans laquelle il y a des traces, des échanges d'emails, etc., qui peut donner lieu à la production d'un avoir, qui va venir aider à rapprocher l'ensemble et à décider finalement que cette facture est bonne à payer. Dernière phase, on passe sur la phase de paiement. Le trésorier de l'entreprise du client va donc payer cette facture par la voie bancaire et réceptionner un relevé de compte qui va venir attester de ce paiement. De même, le fournisseur va avoir sur son relevé de compte des informations sur les paiements qu'il reçoit. Il ne lui reste plus qu'à opérer le bouclage des flux qu'il fait à la base de son relevé de compte et de ses factures, mais qui nécessite souvent que le client lui envoie de l'information pour lui expliquer quelles sont les factures qu'il imprime. De cette façon, si on redessine un petit peu l'ensemble, on voit que effectivement, l'ensemble des documents qu'il faut conserver et qui constituent la piste d'audit, eh bien, pour le client, c'est l'ensemble des clients décrits dans cette flèche, et pour les fournisseurs, c'est l'ensemble des documents décrits dans la flèche bleue, ce qui donne finalement une trace de cette piste d'audit qui est celle qui est exposée ici. Ce schéma-là, qu'on retrouve comme ceci, dans un achat avec commande. Alors, on a vu le processus avec commande, il y a aussi des processus sans commande, c'est les deux grandes catégories, même s'il peut y en avoir d'autres, où cette fois-ci, on a, plutôt qu'une phase de commande, une phase de consommation courante d'une prestation, ou de consommation d'ailleurs un peu inopinée de prestation, lorsqu'il s'agit de bons d'intervention suite à un coup de fil, donc il n'y a pas beaucoup de traces, par exemple à un plombier, pour réparer un problème urgent dans une entreprise. Donc il y a ces mécanismes de bons d'intervention qui permettent de matérialiser effectivement l'opération, et puis après, il y a pour plutôt les prestations de fluides, de type consommation téléphonique, consommation d'eau, de gaz, d'électricité, etc., des suivis ou de location de voiture, des documents qui sont transmis de plus en plus souvent sous forme électronique, qui vont faire un suivi analytique un petit peu de cette consommation. La partie facture se passe à peu près pareil que précédemment. Le rapprochement est aussi du même type, sachant qu'il va aussi prendre en compte des éléments par rapport à ce qui est attendu en termes de consommation ou par rapport à ce qui pourrait représenter une consommation qui n'est pas conforme à ce qu'on observe précédemment, les mois précédents par exemple. La suite du processus va se dérouler exactement de la même façon, donc il n'est pas forcément nécessaire de la commenter plus largement. Donc on retrouve à nouveau cette logique de piste d'audit avec les deux documents, enfin les listes de documents que l'on doit conserver, y compris donc les éléments d'information qui ont concouru à une discussion éventuelle entre les parties. Alors, quelles sont les conséquences pour les entreprises? Je pense que les conséquences, ou la conséquence principale, c'est qu'il faut disposer d'un système d'information qui sache gérer ces pistes d'audit. Donc qui sache à la fois tracer l'existence de ces documents dans le système d'information, mais qui sache aussi associer à l'ensemble de ces enregistrements les documents eux-mêmes, soit originaux, soit copies, on le verra. Et puis un système d'information qui permet aussi de retrouver l'ensemble de ces documents facilement à partir de l'un d'eux, et notamment à partir des factures, de pouvoir dérouler l'ensemble de la piste d'audit, et potentiellement cela veut dire aussi les éventuels échanges d'emails qui peuvent avoir lieu dans la phase de validation. Alors, quelle est la réalité par rapport à ça dans les entreprises? Où en êtes-vous, par exemple? Vous pouvez faire un test, prenez des factures d'il y a 2 à 10 ans, une au hasard, une liste d'une cinquantaine de factures. Est-ce que vous recomposez la piste d'audit par un simple clic? Combien de temps mettez-vous pour la reconstituer? Avez-vous l'ensemble des documents facilement, ou simplement pour les documents qui ont été plutôt en litige? Voilà les questions que vous pouvez vous poser pour essayer de mesurer la réalité de votre système par rapport à la théorie, entre guillemets, de ce que ça devrait être. Comment les entreprises gèrent-elles cette base documentaire aujourd'hui? Alors, elles le gèrent. Est-ce qu'elles le gèrent avec des documents papier sous-jacents? Est-ce qu'elles le gèrent plutôt avec une numérisation des documents, avec une façon mixte? Enfin, on voit bien qu'il y a plusieurs façons de le mettre en place. Ça va être souvent accompagné par des logiciels de gestion, des ERP qui vont tracer la procédure, mais pas forcément y associer la documentation de façon directe. Et puis, dernier élément, on voit bien qu'en est-il des PME en général? On voit bien qu'en fonction des entreprises et en fonction des tailles des entreprises, les niveaux de contrôle ne sont pas forcément les mêmes. Le fait d'avoir un archivage systématique de tous les documents n'est pas forcément le même. Et donc, effectivement, la situation peut différer d'une entreprise à l'autre. Alors, premiers éléments de conclusion. Alors, tout d'abord, l'existence d'un contrôle documenté et permanent qui permet d'établir
une piste d'audit fiable est bien un moyen d'apporter une force probatoire importante à une facture. Ça repose sur la cohérence entre la facture et les autres documents de la transaction commerciale. Ça rend donc très compliqué la production de faux, dans la mesure où il faudrait que soit modifié l'ensemble des documents de façon cohérente, et d'ailleurs aussi potentiellement dans chez la contrepartie. Et puis donc, potentiellement, puisque ça renforce assez largement, grâce à, finalement, à l'archivage d'un film plutôt que l'archivage de photos, quelque part, d'une seule photo unique, ça permet donc potentiellement un allègement des moyens intrinsèques de sécurisation de chacun des documents. Quelque part, finalement, s'il y a une petite incertitude sur un document, comme il est dans un fil d'information, on peut facilement identifier s'il est cohérent ou pas. Et puis deuxième élément de conclusion à ce stade, c'est que la mise en œuvre de pistes d'audit fiables n'est certainement pas uniforme dans les entreprises. Et elle nécessite, si on veut le faire de façon systématique, facilement archivable sur 10 ans et facilement consultable, elle nécessite un système d'information assez performant qui à la fois trace les étapes de la transaction commerciale, comme le font des ERP ou des systèmes de gestion commerciale, mais aussi y associe des documents qui seront demandés malgré tout en justification de cette piste d'audit, parce que ce n'est pas une simple trace qui est finalement autonome qui peut suffire. Alors regardons maintenant comment la France a transposé la directive 2010 et quels sont les impacts qui en découlent sur la facture. D'abord, la directive de juillet laissait l'entreprise libre de choisir la manière de garantir origine et intégrité des factures. Donc si on reprend l'article 233, chaque assujetti détermine la manière, etc. Et cela peut être réalisé par des contrôles. Donc ça veut dire l'existence d'une piste d'audit fiable est un moyen, parmi d'autres, de garantir origine et intégrité de la facture, ce qui laisse supposer que le support papier, par exemple, d'une facture papier, peut être considéré comme un moyen suffisant de sécurisation de la facture, comme aujourd'hui, finalement. La transposition française met la piste d'audit fiable comme un moyen par défaut, et le nomme expressément. Dans son article 289.7 du CGI, il est dit donc effectivement que l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures, soit sous forme électronique, soit sous forme papier, donc on a bien l'équivalence, mais dès lors que des contrôles documentés permanents sont mis en place. On voit bien le lien automatique qui est donc demandé entre une facture papier en particulier et l'existence de contrôles documentés et permanents. Alors, quel impact pour les factures, et notamment pour les factures papier? Alors, la question se pose désormais, c'est ce qui va se passer en cas de défaut de contrôle documenté vu d'un contrôleur fiscal. Défaut de contrôle lui-même, sur la procédure, sur la piste d'audit, sur la restitution de ces éléments, parce que c'est ça qui va compter. Est-ce que ça peut remettre en cause le caractère authentique de l'ensemble des factures? Ce qui veut dire qu'on serait passé d'un mécanisme où la piste d'audit qui servait finalement au deuxième rideau à valider la réalité d'une facture va pouvoir servir potentiellement comme étant un élément de forme existant ou pas et qui peut quelque part rejeter l'intégralité des factures. Alors en même temps, comme l'enjeu c'est le rejet total de la déductibilité de TVA, on peut imaginer que c'est quand même pas une chose que le fisc va pouvoir prendre facilement et à la légère. Néanmoins, il semble quand même important de se rappeler, que l'entreprise se rappelle que désormais, il faut avoir une attention particulière sur l'existence de ces contrôles et sur le fait de pouvoir archiver durablement la piste d'audit et les documents qui vont avec. Alors ceci à moins qu'effectivement dans les textes d'application, ils viennent un peu contredire ce point et exprimer que finalement une facture papier c'est déjà suffisamment sécurisé et que la piste d'audit, si elle doit être là, servira exactement en appui et pas comme un élément préalable à constater la validité d'une facture. Alors dans ce cas-là, ce serait effectivement sans impact sur les factures papier, mais encore faut-il que ce soit écrit. Par contre, on peut estimer que ce serait un petit peu en opposition avec le principe d'équivalence entre le papier et l'électronique. Alors, quels sont les impacts maintenant pour les factures électroniques? Alors, tout d'abord, globalement, la réglementation a maintenu les deux voies précédentes, sécurisant un peu plus la facture électronique signée, qui nécessite maintenant un certificat qualifié, mais globalement, on retrouve les deux voies qui sont plus réputées fiables a priori. Donc là-dessus, pas de changement. Par contre, l'existence d'une piste d'audit fiable permet maintenant, potentiellement, de transmettre des factures électroniques sans les sécuriser par ces moyens ci-dessus. D'autant que, de toute façon, il faut mettre en place une piste d'audit, a priori, pour les factures papier, et au titre des bonnes pratiques comptables. Toutefois, la question se pose de savoir quel est le périmètre minimal exact qui sera exigé par le contrôle fiscal, notamment pour les factures électroniques, parce qu'on a le sentiment
qu'il y aura éventuellement une petite différence, et en particulier une différence sur le fait qu'il sera regardé plus précisément la manière dont, notamment, l'entreprise acheteur a vérifié l'origine, s'est assuré de l'origine du document et a pu s'assurer de l'intégrité du document aussi. Donc ces éléments-là, on attend de la façon dont l'administration va l'écrire dans l'instruction. Et puis dernier élément qui aussi est important, qui est que gérer une piste d'audit, si on choisit le choix de la piste d'audit pour les factures électroniques, pour une base documentaire qui est à la fois mixte, papier et électronique, c'est relativement malgré tout complexe quand il faut gérer le papier, enfin les documents originaux, et on voit que c'est largement simplifié si on peut passer directement à une gestion électronique de la piste d'audit en numérisant les documents éventuellement originaux papier qui le sont. Et ça permet d'avoir une seule piste d'audit, y compris d'ailleurs les factures. Donc là, on a aussi une acceptation attendue par l'État du fait de numériser les documents qui concourent à la piste d'audit, quelle qu'elle soit. Conclusion de cette présentation. Alors désormais, ce premier élément de conclusion, on ne pourra plus ignorer qu'il est nécessaire pour une entreprise d'avoir des mécanismes de contrôle qui construisent des pistes d'audit entre la facture et la livraison de services. C'est au cœur de la nouvelle réglementation. Deuxième élément, cette piste d'audit qui est au cœur de la réglementation, et ça c'est certainement aujourd'hui mise en œuvre de façon variable d'une entreprise à l'autre. Et donc il va peut-être être nécessaire de la mettre en œuvre de façon plus systématique et plus régulière, et ça nécessitera apparemment, ou certainement plutôt, la gestion d'une base documentaire de l'entreprise en complément de ce qui peut déjà exister, de façon à construire cette piste d'audit et l'ensemble des documents émis ou reçus, formels et parfois peut-être informels de type mail, quand ils sont importants, dans un même, on va dire, dossier transactionnel lié à une facture et qui permet d'en justifier. Dernier point, on attend avec une grande attention les textes d'application qui vont être produits, à chaque fois le décret et l'instruction, pour connaître ou pour savoir s'il va y avoir un niveau minimum d'exigence en termes de contrôle, en termes de documents à conserver, et en termes de procédures spéciales qui devraient être mises en œuvre pour montrer qu'on a bien vérifié l'authentification de l'origine, voire l'intégrité du contenu, même si on a le sentiment que l'existence d'une piste d'audit suffisamment riche elle-même devrait suffire. Deuxième point, on attend aussi que ces textes d'application prennent en compte les moyens des TPE et la situation des TPE et des PME qui ne peuvent pas mettre en place des procédures trop complexes et trop coûteuses, c'est bien évident. Alors à défaut, et c'est peut-être une façon de finir en clin d'œil, effectivement, si les choses devaient s'avérer à la fois soit trop floues, avec trop d'incertitudes, porter un trop gros risque pour les entreprises, ou une trop grosse complexité à mettre en œuvre, précisément, eh bien, ce serait aussi une sollicitation forte à faire basculer rapidement vers la facture électronique, vers les autres modes qui ne peuvent être que électroniques, qui sont les modes EDI ou facture signée, et qui ont eux quand même l'intérêt d'être précisément définis et de pouvoir être fiables a priori, c'est-à-dire montrer une certaine assurance que les factures qui en découlent ne peuvent pas être rejetées, en tous les cas sur leur originalité. Voilà, cette présentation est terminée, n'hésitez pas à faire tous les commentaires qui vous semblent appropriés.